C'est ça qui est assez intéressant dans ce métier, c'est qu'on voit qu'il y a des écarts extrêmement forts sur la valeur ajoutée apportée au client. Et plus on lui apporte de valeur, plus il est prêt à payer. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Et c'est parti pour un nouvel épisode de l'Accounting Business Club. Toujours un épisode exceptionnel parce qu'on réouvre cette semaine avec vous, messieurs, la page de, je le dis direct dans le titre, comme ça c'est un peu accrocheur, mais ça fait pas de mal, un peu la page de la financiarisation. Et avec, en vrai, des tauliers, d'une certaine manière, de la financiarisation. Vous avez ouvert la porte de ce sujet il y a un petit moment déjà, et donc tu vois, je faisais dans l'épisode avec Stéphane Reynaud, on faisait le parallèle sur le fait qu'aux États-Unis ils ont déjà cette avance, et donc il y a déjà ces premiers retours sur ce qui s'est passé, etc. Depuis, franchement, je vais te dire de mon point de vue très externe, mais 25, ça a été une accélération incroyable. Il y a eu un nombre de projets, de plateformes de marques, de fonds, etc. qui ont commencé à regarder. 2026, ça semble déjà s'accélérer parce qu'on enregistre mi-janvier et j'ai déjà vu passer des annonces de nouveaux acteurs. Donc je suis très heureux aujourd'hui de vous recevoir, Christophe, Hugues, pour justement parler de l'aventure Kerogo Finance ou Kerogo tout court. Vous me direz, vous vous présenterez, etc. Sachant que on va revenir, comme ça je vous donne le plan. Je fais des intros de plus en plus longues, moi. Vraiment, ça va devenir presque un épisode intro. Mais non, je veux vraiment quand même qu'on revienne sur l'aventure Keobiz pour bien comprendre quand même le socle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'OP de la financiarisation, enfin c'était un LBO de ce que j'ai pu comprendre, mais vous me l'expliquerez. Qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les impacts, quels ont été les apprentissages, qu'est-ce qui s'est passé donc avec la création de Kerogo. Il y aura évidemment les questions qui piquent au milieu de tout ça des membres de l'Accounting Business Club, et mine de rien, j'ai très envie de savoir, on le disait très rapidement en off, qu'il y a beaucoup d'OP qui vont arriver en 2026, votre vision sur le métier, votre vision sur l'avenir de la profession. Je suis super intéressé par tout ça. Christophe, Hugues, bienvenue au micro du podcast de l'Accounting Business Club. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, un petit mot chacun, comme ça au moins les auditeurs sauront qui est qui pour se présenter, et après on ouvre la page histoire un peu Keobiz. Ok, tu es toute la bio et tout. Tu es ici chez toi. Vous êtes les invités. Okay. C'est détente. On est au bureau, on est détente. Tu peux faire ce que tu veux. Ok, je vais commencer. Tu veux commencer? Non, vas-y. Ok, d'accord. Il a dit qu'il fallait pas qu'on se regarde. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez vous regarder. Donc moi c'est Hugues de Sampigny. Je suis président, je suis expert comptable et président de Kerogo Finance. Donc dans le groupe, je m'occupe plus spécifiquement de toutes les activités réglementées. On va dire des opérations dans une boîte, dans une entreprise un peu plus classique. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est un peu un élément de différenciation pour nous, la notion d'entreprise versus cabinet. Ok. Tu veux dire que en fait, quand t'es déjà une entreprise de service. Exactement. Ok. Donc, on sort un peu de la profession libérale. Non, on n'en sort pas. Mais je veux dire dans le positionnement. On le repositionne vraiment dans l'accompagnement, le côté copilote un peu des entrepreneurs. Et on s'organise, nous, pour accompagner justement ce service aux clients. Ok. Christophe? Moi, c'est Christophe Pinguin. Je co-dirige le groupe avec Hugues. Et moi, je m'occupe de toute la seconde partie qu'on appelle Kerogo Service, qui sont en fait toutes les activités qui vont permettre l'exécution du business. Donc ça démarre à la stratégie. Sur toute la partie, nous on a beaucoup de sales and marketing, de la finance, de la technologie, des HR, de l'organisation. Donc on travaille en binôme. Hugues travaille vraiment sur tous les aspects, on va dire, métiers. Et moi j'ai un long passé dans des assez grosses sociétés, des startups aussi, dans les métiers de B2B. Et ce que je sais bien faire, c'est développer des nouvelles offres, développer les entreprises et industrialiser les choses. Donc Kerogo Service, en fait, c'est la branche service pour les cabinets de Kerogo. Exactement. C'est la branche service, mais c'est surtout, je dirais, toutes les ressources qu'on met à disposition du métier pour évoluer de manière permanente. Okay. C'est-à-dire qu'on est on a un fonctionnement qui est plus proche, tu vois, dans d'autres environnements, on pourrait appeler ça des scale-up, où on mélange la technologie et le service.
Et on travaille en mode agile, et dans ce cadre-là, on met des ressources pour travailler avec le métier sur l'évolution des offres, l'évolution des organisations, l'évolution de comment on va produire, comment on va apporter de la valeur aux clients. Moi, j'ai pas de savoir-faire métier précis par rapport à l'expertise comptable, à la prod d'expertise comptable. Mais par contre, organiser des centres de services, parce qu'en fait, c'est ça là, ce que va devenir demain le métier de l'expertise comptable, c'est un métier de service avec des opérations assez industrialisées et d'autres qui vont être de plus en plus à forte valeur ajoutée. Donc avec eux, on travaille à cette évolution en commun. Je pense qu'on reviendra un peu sur ça, tu vois, j'ai envie de creuser parce que je veux juste revenir sur l'histoire quand même Keobiz du début, qu'on comprenne depuis combien de temps ça existe et comment on en arrive là, mais de ce que je commence à comprendre, en fait, c'est que sur Kerogo, il y a une logique de build-up et on va ouvrir le capot, et donc en fait, un cabinet qui vient rejoindre Kerogo pourra bénéficier des services et de l'expertise de Kerogo Service avec cette vision 360. Exactement. C'est pas qu'une plateforme de service au service d'eux, c'est vraiment Kerogo Service va vraiment travailler avec les cabinets, avec les potentiels des cabinets, avec les collaborateurs, avec les experts comptables pour les emmener dans l'aventure Kerogo. Ok. On y reviendra après. Nous, on fait une grosse différence entre le groupe est au-dessus de tout. Le groupe n'est pas un groupement. Ce que ça veut dire, c'est qu'un fonctionnement de groupe, c'est qu'on va toujours raisonner en se disant qu'est-ce qui est bon pour le groupe ? Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre comme amélioration qui peut bénéficier au spectre le plus large des cabinets qui font partie du groupe ? Ok, on revient dessus parce que tu vois, quand j'ai eu Mathieu d'Archipel ou l'équipe de Numéris aussi dans les épisodes, tu vois, c'est ça aussi qui intéresse moi, qui m'intéresse de bien comprendre comment fonctionner, ce qui intéresse aussi évidemment les auditeurs, de dire tiens, au milieu de tout ça, quels sont les modèles. En plus, Hugues, on avait fait une table ronde avec les deux justement avec l'Ordre de Paris. C'était clair, tous ceux qui étaient là ont bien compris, je crois. Non, et c'est ça, c'est pour ça que j'adore aussi et qu'on a fait l'épisode aussi après, c'est qu'il y a une vraie transparence et vous êtes obligés face à d'ailleurs cette montée, même pour vous, tu vois, de la concurrence. Mine de rien dans les choix des projets, quoi. Bien sûr. Ouais, les projets sont assez différents en fait dans leur. Bon, attends, avant d'arriver dans les projets, je reprends ma première partie. Je vais essayer. J'ai fait un plan. On mange le plan. Keobiz, c'est ça ? Ouais, vas-y, raconte-moi un peu l'histoire. Comment il y a eu une formidable croissance, ça a bousculé le marché. Vas-y, c'est quoi un peu l'histoire ? L'histoire de Keobiz, c'est l'histoire d'un cabinet qui a voulu réfléchir des choses un petit peu différemment, qui adresse une cible de TPE, de toutes petites entreprises, et avec le souhait de les accompagner sur un service complet d'expertise comptable au prix juste. Donc c'est-à-dire pour un entrepreneur avoir un vrai accompagnement d'experts comptables à plein et pas simplement la dernière roue du carrosse. Et donc pour faire ça, le cabinet, très tôt, le fondateur a dit il faut qu'on s'organise, il faut qu'on ait une vision assez industrielle des choses pour que tout le monde soit servi de la même manière. Et donc il a développé une manière un petit peu par atelier de fonctionner, un petit peu différente d'un cabinet, qui permet d'adresser tous les problématiques des clients avec des collaborateurs, comme dans un cabinet traditionnel, sauf qu'en fait derrière il y a toute une machine qui fonctionne, qui fait la production et qui rend le service pour les clients TPE. Et ça c'est le plan, je veux dire, opérationnel de production, et puis derrière, en fait, c'est adjoint toute une partie d'acquisition assez forte, où en fait, on va investir énormément sur du marketing pour acquisition client pour aller récupérer. Pour servir, pour générer du lead, plus de clients. Et c'est là où en fait on travaille ensemble. On a travaillé ensemble sur Keobiz sur cette partie-là. Tous les deux, vous travailliez ensemble sur Keobiz à l'époque ? Ouais, c'est ça. Okay. En fait, l'histoire, elle est un petit peu née de Keobiz et de tout ce qu'on a développé autour de Keobiz pour rendre ce modèle ultra réactif, en croissance très très forte, en structurant bien toutes les équipes. Et puis en fait derrière, il y a le groupe. On s'est dit tiens, en fait, il faut qu'on crée un groupe parce que pour plein de raisons dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, et donc en fait, Keobiz est toujours en très forte croissance. On a des milliers de clients qu'on accompagne depuis des années. Ouais. Juste, je suis pas mal de revenir sur un élément, c'est que
le métier de l'expertise comptable, il a été très structuré. Il y a des environnements politiques qui jouent sur les choses. En 1945, ce métier a été structuré. Mais des décisions. C'est bien de le rappeler. Voilà. Ordonnance du 45. Hein. Mais dans le même temps, le marché du travail s'est complètement transformé en France, aussi suite à des changements de réglementation, et a émergé une nouvelle population d'entrepreneurs. Tous les ans en France, il y a 600 000 entreprises qui se créent. Et ce que ça veut dire, c'est que le métier d'expert comptable devait aussi s'adapter à ces nouveaux clients. Et Keobiz a démarré là-dessus, comme d'autres ont démarré là-dessus. Mais il y a toujours eu cette approche hybride qui était de dire on fait de la tech, mais on fait aussi du service. On n'a jamais été pure tech, on a vraiment cette approche hybride. Mais souvent aussi, ces modèles-là sont disruptifs, pas toujours bien perçus au début. Mais derrière, ils changent quand même beaucoup de choses dans l'exécution du métier. Parce que pour être efficace, productif et rentable, ça demande une exécution, je dirais, très fine de ce qu'on a à faire. Et je dirais que soit Hugues ou moi, on a des profils un petit peu différents l'un et l'autre, mais on a aussi des profils à avoir évolué dans d'autres métiers. Et ça nous a donné aussi un regard sur la manière dont on pouvait faire croître Keobiz, garder cette structure extrêmement rentable. Donc dans un métier où les croissances sont souvent faites dans les cabinets, on a toujours une croissance organique très forte sur Keobiz. Et on a appris plein de choses sur la technologie, ce qu'on pouvait faire en termes d'exécution, ce qu'il fallait faire, et ce qu'on pouvait apporter à des cabinets après plus traditionnels. Donc en fait, je vais le traduire, tu as créé une méthodologie et après... Enfin, plus que ça, mais attends, avant d'arriver sur ce que je veux traduire... Plus une méthodologie, c'est un état d'esprit. Tu vois, c'est un état d'esprit. Non mais c'est important parce qu'en fait, on s'est mis des contraintes et on s'est dit comment est-ce qu'on réalise cette mission avec les contraintes qu'on se met, et donc forcément ça nous a emmené vers de la tech, vers des méthodes comme dit Christophe, etc. Mais c'est pas, c'est vraiment un état d'esprit quoi. Je vais donner un exemple. La majeure partie des cabinets d'expertise comptable vont raisonner en nombre de dossiers par tête. Nous, dans le modèle dans lequel on travaillait chez Keobiz, on s'est dit, nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi le niveau de marge brute qu'on doit dégager pour pouvoir financer de l'acquisition client, et comment on va organiser nos centres de production, et ils n'aiment pas qu'on en parle comme ça, mais c'est quand même des centres de production comptables, pour que derrière l'expert comptable puisse apporter de la valeur. Mais qu'est-ce qu'on doit gagner en automatisation, en coût, pour fonctionner comme ça, et pas se limiter à dire c'est 70 dossiers par tête, et puis c'est 40 quand ils ont 2 ans d'expérience. Non. Il fallait aborder les choses de manière complètement différente. Et ça, c'est un état d'esprit. Et ça crée derrière plus que... Nous, on considère qu'on a une plateforme qui est composée de technologies et de services qu'on peut mettre à disposition des cabinets. Et c'est cette approche-là qu'on a mis en œuvre. Ça, c'est sur Kerogo Service aujourd'hui. C'est sur Kerogo Service et c'est dans Kerogo Finance, puisqu'en fait, tous les cabinets qui nous rejoignent oui, bénéficie de ça, exactement. Bénéficie de ça, exactement. Bien sûr. Je veux juste revenir sur la timeline pour que je puisse essayer de le contextualiser. C'était quand le lancement un peu de Keobiz? Donc Keobiz, c'était le premier cabinet qui a lancé quoi, en gros. Keobiz 2012. 12. Ok, donc 2012, ça veut dire que sur ce mix cabinet en ligne, en fait, t'as Dougs qui a commencé à se lancer. Enfin, ça commence à être en ébullition. Dougs s'est lancé un peu plus tard. Ouais. Ok, donc tu dois avoir. Bon, t'as peut-être ça compte pour moi qui doit pas être loin. Enfin, tout le monde est arrivé un peu en même temps. T'as Clémentine que j'ai reçue aussi, qui est arrivée un peu en même temps. Donc, vous êtes dans le boom où en effet il y a de l'acquisition. Je te rejoins. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs et une nouvelle façon de faire. Tu vois, j'ai même eu Claude Robin là il y a pas longtemps où on parlait de l'aventure Amaris et ECL. Donc, vous êtes tous un peu alors peu d'acteurs, mais au final à prendre les bonne méthode du marketing digital pour générer des leads, mettre les bons process commerciaux et après, en effet, du coup, de ce que je comprends, créer une autre méthodologie de travail et d'organisation au sein du cabinet, articulée différemment d'un cabinet super intéressant. À la base, d'ailleurs, vous avez développé un outil parce que tu vois, d'où c'est son outil. Il me semble que ça compte pour moi. Oui, c'est sûr, parce qu'à l'époque j'y étais, donc c'était leur outil maison. Vous, c'est quoi? Parce que tu parlais un peu de tech et. Ouais, c'est une super bonne question. En fait, au départ, je pense que tous les cabinets sont partis un petit peu sur on va développer notre tech, notre outil qui va révolutionner le monde.
qui oblige à développer son propre outil, qui faisait un peu d'océanisation, où tu pouvais déposer des pièces, etc. Nous, on a fait le choix il y a quelques années de se dire, il y a des acteurs là-dedans qui sont très forts. C'est un métier, ça mobilise d'énormes moyens. Notre métier, c'est pas de développer un outil. Notre métier, c'est d'apporter du service aux clients. Et on a décidé vraiment de se focaliser sur cette mission et pas d'aller chercher forcément à aller développer un nouvel outil de comptabilité. On a des équipes de développeurs. On utilise les meilleurs outils du marché. Enfin, on essaye de trouver les meilleurs, d'être assez tôt, et on les fait tous communiquer ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a même nos propres outils sur certains sujets, mais on n'a pas. Ouais, c'est là où la brique tech, en fait, c'est ce que je voulais essayer de savoir, c'est que la brique tech, cœur business, enfin cœur prod, c'est pas ta prod, mais par contre tu vas avoir tes services tech qui vont venir trouver comment interconnecter tout ensemble et que tout marche bien. Alors on est allé un peu plus loin que ça parce qu'en fait, Hugues, moi je suis arrivé il y a 3 ans et Hugues avait fait le choix, on peut en parler, de transférer à la partie production, du moins production, travailler avec le client sur Penny Lane. Et c'est aussi un des avantages qu'on a, c'est qu'on a eu d'autres vies avant. Et ce qu'on sait que dans les métiers de service, on a souvent vu des acteurs qui ont essayé en même temps de faire de la tech et du service. Et quand tu essayes de faire les deux, tu n'y arrives pas. Tu vivotes pendant un moment et tu plafonnes parce que les investissements techno que tu dois mettre en œuvre sont très lourds. Et dans le même temps, tu as des choix à faire. Ta tech, tu peux pas la mettre à disposition des autres. Elle travaille que pour toi. Et je pense que c'était le bon choix à un moment de se dire il vaut mieux s'appuyer sur les meilleures techs du marché. Donc c'est ce qui a été fait. Et en même temps, ce qu'on a rajouté avec Hugues, c'est de se dire il y a un truc, on ne veut pas que ces techs détiennent nos bases clients. Et donc toute la gestion du cabinet, on ne la fait pas dans les techs métiers. Donc tu gardes la GI sur une tech propre toute la gestion en fait, on va dire toute la relation client. On a un CRM et en fait on a une brique autour du CRM qui va de la lettre de mission, toute notre relation client derrière avec les outils de facturation, les outils de paiement qui sont en partie des outils marché. Ensuite on peut mettre en dessous Penny Lane, on a pu mettre ACD sur un des cabinets qu'on a racheté. Et puis derrière on a notre propre outil de prod pour communiquer entre les différents ateliers. Vas-y, explique-moi, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que tu peux produire ta compta à différents endroits. Ok. D'accord. Ok. Et donc, à ce moment-là, tu as des outils où les collaborateurs peuvent échanger avec d'autres collaborateurs sur ce qu'ils sont en train de produire. Ok. On n'est pas... Là aussi, ça fait partie des évolutions qui ont été dans d'autres métiers où tu as le collaborateur comptable, il fait pas toutes les tâches. Chez nous, il fait certaines tâches, certains font certaines tâches, d'autres font d'autres tâches. Ouais, c'est à usiner, industrialisé. Ouais, industrialisé, pardon, plutôt que usiner. Clairement, on est très clair. Nous, on a une logique industrielle et on n'a pas honte parce qu'un certain nombre de tâches qui existaient et qui vont continuer d'exister dans le métier de la comptabilité sont des tâches souvent à assez faible valeur et qui avaient capacité à les industrialiser. Et qui vont en partie disparaître avec la facture électronique. Qui vont disparaître en partie avec la facture électronique. Donc plus tôt tu es organisé intelligemment là-dessus, plus tu es prêt aussi sur les évolutions futures. Et évidemment, ensuite, tu bénéficies, si tu fais le bon choix, et c'est ce qui a été fait, nous on considère que c'est le bon choix d'être allé sur Penny Lane, parce que en plus d'être un outil puissant, c'est un outil connecté qui permet de travailler avec d'autres outils autour. Ça te donne une puissance d'exécution qui est bien plus importante. Donc ça a été une approche qui est importante de dire on a une plateforme qui est une plateforme autour d'éléments tech, mais aussi de services, et on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'équipes qui peuvent travailler avec les cabinets sous ces mises en œuvre. Et toi, Hugues, tu as rejoint Keobiz à quel moment ? C'était il y a 5-6 ans. Donc moi, je suis pas le fondateur. Hein. Ouais. Et moi, j'ai passé, pareil, je suis passé par des bigs, par des cabinets, et je suis passé aussi de l'autre côté de la barrière. C'est ce que j'allais te dire. Je suis parti chez un client, et ça, c'est quelque chose qui nous réunit tous les deux. On a pas mal bossé sur du marketing dans des vies parallèles.
Donc on connaît bien ces sujets-là, on connaît bien le client, la notion du client, aller voir des clients et s'intéresser à eux et pas uniquement sur des aspects techniques. Donc voilà. Oui, vous avez tous les deux la culture très business en fait. En réalité, c'est commerce. Franchement, c'est parce que tu étais chez Companeo et Companeo, c'était quand même une grosse partie du commerce, quoi, dans le principe. Et du coup, donc t'es arrivé il y a 5 ans. Je voulais juste qu'on commence la page financière, tu vois. Donc t'es arrivé avant l'opération de financement. C'était un LBO. Comment ça marche et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors moi, je suis arrivé juste après. Et c'est justement un des premiers effets de la financiarisation, de l'arrivée de moyens dans les cabinets et de partenaires financiers. C'est de structurer une équipe. En fait, ça permet à ce moment-là, moi je suis arrivé, on a notre directrice marketing qui est arrivée, qui a été recrutée à peu près au même moment. Il n'y avait pas de directrice marketing avant? Le DSI, je pense que pas loin aussi. Ah ouais. En fait, voilà, c'est ce que je te disais quand on a fait la conf. Ça permet, en fait, les fonds arrivent et sur des cabinets qui sont pas très structurés ou des entreprises en général qui sont pas très structurées, de fondateurs, ils permettent d'avoir un œil, un regard extérieur, dire voilà, en fait, pour pouvoir grandir, tu as besoin de tel profil sur ces sujets-là, parce que expert comptable, tu passes ton deck, t'es formé à la fisca, au juridique, à la compta, gestion un petit peu, mais en fait, tu connais rien au marketing, tu connais rien au commerce, tu n'y connais rien au RH, tu sais vaguement faire une feuille de paye et encore. T'es fort en langue. Comment? T'es fort en langue. Non, c'est une blague. Si aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui maintenant il y a l'anglais. Mais... Non mais attends, ça commence parce que j'ai fait des épisodes en podcast en anglais l'an dernier que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir, mais ils sont sous-titrés en français sur YouTube. Voilà, je vais le dire comme ça. Quand je vois la différence d'audience entre les podcasts en anglais sur les plateformes de streaming et sur YouTube, mais bon, déjà je suis sûr, enfin ça fait plaisir. Et d'ailleurs cette année il y aura d'autres épisodes en anglais. Voilà, pour rappel, je me remouille. Mais ouais. Non mais voilà, donc la financiarisation, ça apporte ce regard de structurer une équipe pour pouvoir emmener le cabinet ou le groupe plus loin. Ok. Non mais alors c'est intéressant, c'est-à-dire que le fondateur avait développé à la mano d'une certaine manière. C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur pur. Super entrepreneur. Qui du coup à un moment s'est dit j'atteins le plafond de mes compétences. Exactement. Et je veux aller plus haut. La boîte elle doit monter plus haut. Je fais rentrer un investisseur externe du coup c'est quoi? C'est un fonds. C'est un family office. C'est un family office. Ok. Ouais. Je fais rentrer le family office et qui lui va s'occuper de la structuration. Enfin, l'entrée d'argent pour le projet de croissance. Il s'occupe pas de la structuration, il accompagne les dirigeants dans la structuration. Ok. Ce qu'il va dire, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un fonds, sa première activité, c'est au départ de racheter la société et derrière d'apporter aussi des savoir-faire et de trouver le bon niveau de contact qu'ils doivent mettre avec l'équipe de management. Mais ils ont l'avantage de voir beaucoup d'entreprises, d'avoir évolué auprès d'autres entreprises dans beaucoup de secteurs. Et donc, ils vont donner un regard régulier sur on a vu ça, on a vu ci. Et c'est un apport qui est pas négligeable. Et le choix d'un fonds est assez fondamental. De la même manière, quand un fonds vient vous chercher, c'est aussi de se dire est-ce que j'ai envie de travailler avec eux. Mais c'est pas de l'interventionnisme. En tout cas, c'est important de bien comprendre ça. C'est un choix d'un fonds, c'est aussi un choix autour de est-ce que je veux diriger, est-ce qu'on veut diriger, ou est-ce que c'est eux qui doivent diriger. Et nous, on a l'avantage, comme ça fait 3 ans que je suis là, d'avoir un fonds qui a été absolument extraordinaire dans la manière dont on a travaillé avec eux. Parce que pas interventionniste et grande confiance dans la manière dont on a pu développer. Je pense que ce qu'apportent les fonds, c'est aussi cette capacité à structurer. S'il n'y avait pas les fonds à l'heure actuelle, le métier resterait toujours sur ces petits cabinets un peu partout qui vont toucher des plafonds de verre, et ça va aider le métier, je pense, à se professionnaliser et à se transformer. Donc, dans tous les cas, maintenant c'est là en fait. Donc, c'est obligé. Enfin, je veux dire, c'est obligé. C'est là, donc les cabinets doivent se transformer. Il y a plus. Exactement. Ça fait partie du paysage. Clairement, vu tous les moyens qui sont en train d'arriver, ça fait clairement partie du paysage. Et c'est une opportunité. Ouais. C'est une opportunité extraordinaire, que ce soit pour le métier, que ce soit aussi pour les experts comptables qui cèdent ou qui veulent transmettre. Nous, on trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Et voilà, je pense qu'on pourrait dire on a eu de la chance. Non, on n'a pas eu de la chance. On a travailler, transformer, et ce qui fait que le fonds avec lequel on travaille est extrêmement content de ce qu'on a pu faire.
Ça m'amène sur, tu vois, la première question. C'est rare que je regarde mon écran, mais là, c'est vraiment les questions des membres de l'Accounting Business Club, puisque tu me dis que ça fait 5 ans que t'es là. De tous les épisodes que j'ai pu faire, on me explique qu'il y a un événement de liquidité en théorie entre 5 et 7 ans, donc on doit pas être très loin entre vous et moi, je pense, de l'événement de liquidité. Et tu vois, j'ai l'un des membres qui me dit, vous êtes en fin de cycle d'un fonds, donc la perspective patrimoniale est bien moins intéressante pour les cabinets intégrés aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses, ou comment tu penses ça? Voilà, je vous donne, c'est l'avantage des questions qui sont en direct, quoi. Comment tu compenses ça? Comment tu compenses ça? Ben, il n'y a pas de problème. Non, mais en fait, on vient de finir une acquisition là juste au mois de décembre. Qui n'est pas encore annoncé. Hein. Qui n'est pas encore annoncé, donc c'est en prime là. Voilà, c'est en prime. Le cabinet s'appelle Expert Finance, qui est un cabinet parisien spécialisé dans les brasseries, restaurants sur Paris. Très joli cabinet. Qui a développé des métiers additionnels autour du métier de directeur financier, de contrôleur de gestion pour ses clients. Niché, quoi, très niché, verticalisé. Non. En fait, ils adressent les métiers de demain, extrêmement intéressants. Ils sont déjà sur les métiers de demain dont tout le monde parle. Les collaborateurs vont accompagner les chefs d'entreprise beaucoup plus loin que simplement la compta. Rôle de DRH pour le cabinet, Ils sont déjà pour le client, pardon. Ouais. Donc, mais je veux dire verticalisé, restauration. Ils ont quand même. C'était dans ce sens. Oui, tout à fait. Alors c'est assez simple ce qu'on fait. Donc oui, nous on va avoir une opération en 2026. C'est évident. Pour Kerogo. En tout cas, si tout se passe bien, et a priori tous les voyants sont ouverts à date, on est en train de démarrer tout cela. On a eu déjà beaucoup de marques d'attention et on va pouvoir choisir, je pense, et pour nous c'est assez fondamental par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la qualité des interlocuteurs et le rapport qu'on peut mettre en œuvre avec le futur investisseur. Ce sera un investisseur financier, parce qu'on veut pouvoir garder la main. Les cabinets qu'on rachète à l'heure actuelle et qui nous rejoignent, on les intéresse dans leur réinvestissement, c'est-à-dire qu'on bonifie leur réinvestissement dans le cabinet et ils réinvestiront au moment du tour en 2026. Okay. Donc c'est des cabinets qui vont partir. C'est vrai que les cabinets qui nous rejoignent, c'est pas des gens qui veulent sortir dans un an. C'est plutôt des cabinets qui veulent, je dirais, avoir un premier cycle de 4-5 ans qui leur donnera une première liquidité. Si ça leur a plu, ils pourront y retourner. Mais on essaye de... Du moins, on n'essaie pas, c'est ce qu'on fait. La partie du réinvestissement, on la bonifie. Mais pas tellement pour une logique de fin, mais c'est aussi pour potentiellement des différences d'évaluation d'entreprise. Et par ailleurs, les cabinets qui nous rejoignent, on les fera, en tout cas, les passés, ils ont réinvesti à nos côtés, en fait, au niveau du groupe, et les futurs au même endroit, quoi. Tout le monde est intéressé sur le haut. On revient au point qu'on évoquait tout à l'heure. On va ouvrir le modèle, justement. Tout le monde est intéressé sur la création de valeur sur le groupe. Et on a une approche, nous, on rachète 100%. Pour vraiment avoir un alignement d'intérêts et éviter parfois, l'optimisation, c'est pas la somme des maximisations. Et comme je disais tout à l'heure, ce qu'on recherche, c'est vraiment ce qui se passe au niveau du groupe. On intéresse tout le monde sur le haut. Évidemment, chacun va y contribuer. Mais c'est l'approche qu'on a dans notre modèle. Ok. Donc, ça fait 5 ans, tu vois, qu'il y a eu la première opération. Au final, comment vous avez vu le marché évoluer, tu vois, au cours de ces 5 dernières années, et comment tu perçois cette accélération, franchement, qu'on a vu les 2 dernières années? Le marché, il évolue très vite. Je pense que là, ces derniers 18-24 mois, il y a une vraie accélération. Il y a de plus en plus de dossiers sur le marché. C'est ça que tu parles. De plus en plus je pense, d'experts comptables se posent des questions légitimes entre eux, donc la tech, la facture électronique et donc les nouveaux services de demain. Peut-être un effet d'aubaine aussi sur la valorisation de leur cabinet. Ça fait un triptyque un peu plus, bien entendu, les sujets de recrutement et de production. Ça fait un cocktail un peu détonnant et je pense qu'il y a un effet boule de neige avec pas mal de cabinets qui se posent des questions. Nous, on le voit plutôt positivement parce qu'on pense que à plus fort, plus on est plus fort. Tu veux dire à plus d'acteurs sur le marché, ça structure
Je pense que nous, on est convaincus que demain, va falloir être un groupe assez fort. Nous, ce qu'on souhaite, c'est dans les 4-5 ans, d'aller autour de 200 millions de chiffre d'affaires qui va nous aider à investir dans les bonnes tech, à développer les bons produits pour pouvoir croître et continuer de servir nos clients. Je pense que le marché, il est pas mal challengé par des acteurs qu'on voyait pas avant. Hein. Je veux dire, les banques sont de plus en plus sur nos plates-bandes et d'autres. Donc il faut qu'on ait de la taille. Et donc cette accélération du marché, nous, on n'y voit que du positif, quoi. J'interromps votre épisode 30 secondes pour vous parler de Booster Digital. Pourquoi ? Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez que votre cabinet bouge. Depuis 7 ans, on a aidé plus de 65 confrères à réussir leur transformation, à débloquer leurs marges, à mieux vendre leurs conseils et à attirer les bons clients. Alors on en parle ? Réservez votre rendez-vous offert avec Alexis. 30 minutes, ici pas de bullshit, que du concret. Le lien est en description. Allez, on reprend. Et est-ce qu'il n'y a pas plutôt comment vous percevez, tu vois, cette accélération au deal, c'est-à-dire que si ça fait 5 ans que tu as fait l'opération, vous avez donc tu as Keobiz et puis après il y a 3-4 maintenant 5. Peut-être 5 cabinets. Oui, il y a 6 cabinets. Il y a 6 cabinets maintenant, tu vois, là j'ai l'impression que l'an dernier de par les autres investisseurs dans la place et les autres projets, il y a quand même une course au deal et on en parlait lors de la table ronde, tu vois, une montée des enchères. Comment vous percevez ça sur les prochaines années, vous ? Je pense que ça va à un moment se stabiliser parce qu'en fait, on pourrait faire des maths filles, mais le multiple à la fin, c'est que la capacité à créer de la valeur future. Et on commence à toucher des multiples où, pour pouvoir avoir du retour, les cabinets qui vont être achetés pour créer cette valeur vont devoir avoir des EBITDA qui sont en croissance. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter le passé, mais on va vraiment se projeter sur le futur. Quand on commence à parler de multiples qui sont au-dessus de 7, c'est évidemment des points qu'il faut prendre en compte. Donc l'agrégation de cabinets sans générer de valeur additionnelle qui permettent de générer plus d'EBITDA dans les cabinets rachetés, ça ne fonctionnera pas. Ça va se limiter. Alors, moi, je pense que le marché s'est aussi transformé parce que, et on l'a vu l'an dernier, la financiarisation, c'était le thème, c'était un peu le grand méchant loup, ça faisait des grands titres dans la presse du métier. Et certains y avaient déjà goûté, on n'était pas les seuls. Je regardais ce matin des confrères, on va dire, même si je ne suis pas expert comptable, qui ont fait des opérations l'an dernier, qui recrutent des nouvelles personnes qui viennent d'autres métiers, parce qu'ils ont refait un tour avec des investisseurs. Tout a été un petit peu libéré, moi je trouve, à partir du moment où Ridge a fait son opération. Ok. Pour toi, c'est Ridge qui a enlevé ce côté où les méchants, ils utilisent des financiers. Le côté honteux. Le côté honteux, ça a été un petit peu enlevé quand Ridge a fait son opération. Évidemment, il y en avait d'autres qui avaient avancé, on va pas tous les citer, mais qui avaient commencé à avancer, qui avaient trouvé des investisseurs financiers. Mais le sujet philosophique autour de la financiarisation, il s'est un peu tué à partir du moment où Ridge a fait son opération avec un gros investisseur et tout le monde s'est dit, bon, là maintenant... c'est intéressant. Faut vivre avec. Ok. Nous, ça nous va très bien. Ouais, non, bien sûr. Tu vois, c'est comme tu disais au tout début, c'est-à-dire que tu faisais du cabinet en ligne à la masse et tout le monde critiquait. Exactement. Et Claude Robin aussi avait subi ça et toutes les plateformes. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait partie du paysage. À un moment, ça fait partie du paysage et ça fait partie des pratiques qui rentrent dans le métier. Oui, il va y avoir de la concurrence, mais c'est aussi là qu'il faut arriver à se différencier sur le modèle de mise en œuvre. Et nous, c'est très clair, on crée un groupe, pas un groupement. On partage une culture, on partage des outils, on partage des équipes et on crée de la valeur ensemble. C'est pas chacun qui crée de la valeur dans son coin et à la fin on regarde ce qu'on va créer ensemble. Et ça c'est clairement chaque cabinet qui va choisir ce qu'il veut. C'est-à-dire les cabinets qui ont accès à toutes les... En fait, c'est une offre pour les cabinets. C'est le cabinet qui est le dirigeant de cabinet qui rejoint un groupe. C'est ce qu'on disait pendant la conférence. En fait, il va devoir choisir entre des modèles différents, des projets différents. Et nous, on pense qu'on a un modèle assez
différents d'autres plateformes, mais c'est le dirigeant finalement qui parce que les offres vont se tenir. C'est qui le cabinet, tu vois, la cible, le client idéal, je dirais pour vous, le cabinet idéal pour vous rejoindre, le client idéal pour le terme market, mais parce que je sais que ça vous parle, tu vois, parce que Keobi, je te dirais, le cabinet le persona. Keobi, c'est la verticale TPE en ligne. Le nouveau cabinet qui vous a rejoint, Expert Finance, c'est la verticale restauration. Je vais pas regarder les autres, mais nous, on a deux types de réponses à ta question. La première, elle est une couverture géographique. Nous, on croit à la proximité, mais on ne croit plus à l'hyper-proximité. Donc, on veut avoir des hubs régionaux qui vont nous permettre d'agréger d'autres cabinets qui sont plus petits, mais d'avoir une couverture régionale, parce que ce métier reste un métier surtout pour la valeur ajoutée apportée par l'expert comptable, un métier de contact. On doit travailler avec l'entrepreneur. Nous, notre métier de base, on considère, c'est vraiment d'être ce partenaire, ce copilote de l'entrepreneur. Tu peux le faire sur de la TPE à distance, mais il y en a aussi beaucoup de TPE où tu as besoin d'être plus proche d'eux. Mais tu n'as plus besoin d'être proche d'eux pour récupérer les papiers, leur envoyer. Mais il faut que tu puisses les rencontrer. Mais tu n'as plus besoin d'avoir un maillage territorial où tu es tous les 10 km. Je pense que ce modèle-là, il est mort. Donc ça, c'est un premier élément. Couverture géographique. On est très ouvert quand on peut trouver des verticales. Et ensuite, en termes de taille, déployer le modèle qu'on déploie, qui est un modèle sur lequel on fait un minimum d'intégration sur des technologies, on envoie des équipes, on forme. C'est-à-dire que la cible idéale pour nous, elle fait entre 5 et 12 à 15 millions à date. Parce que derrière, ça nous permet là encore de trouver des effets de taille et puis aussi d'avoir des équipes sur lesquelles on va apporter tout de suite le passage d'un cap. C'est-à-dire que tu as beaucoup de cabinets qui font 5-6 millions où ça repose sur le dirigeant et peut-être 2 directeurs de mission et ils sont mangés par leur quotidien. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est arriver à les aider sur leur quotidien pour qu'ils retrouvent tout le temps qu'ils veulent accorder à leur métier qui a énormément de valeur, de conseils vis-à-vis de leurs clients. Et d'accompagnement de leurs collaborateurs pour les faire grandir, exactement. etc. C'est vrai que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, l'expert comptable, globalement, pas forcément envie de passer énormément de temps sur la gestion, sur sa compta, sur les problématiques RH, sur des problématiques tech, même s'il a envie de comprendre et il aime ça. Après, rentrer dans la tripaille des API, c'est pas non plus trop leur truc. C'est pas le cœur business, non. C'est là où on les accompagne, on les libère un peu de ces sujets-là, et pour qu'ils puissent se redéployer sur leurs collaborateurs, l'accompagnement des collaborateurs. On trouve rarement des cabinets à 6 millions sur lesquels tu auras à l'intérieur une personne qui va s'occuper de la RH, vraiment, full time. Alors que 6 millions, tu peux commencer à avoir 50-60 personnes. Ouais, c'est ce que j'allais évidemment refaire. T'as rarement quelqu'un qui va commencer à s'occuper des équipes full time. Donc tu commences à avoir pas mal de sujets avec les équipes que tu traites pas nécessairement bien. T'as rarement une personne qui est suffisamment forte sur la partie technologique. Ça peut être le dirigeant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu tech-savvy et qui regardent. Mais ils vont prendre le dernier qui est passé ou pas loin, quelle est leur capacité à mettre les produits en concurrence, à renégocier. Nous, on a une certaine taille qui nous permet de négocier. Et n'en parlons pas sur le commercial marketing, ils ont toujours reposé plutôt leur approche historique sur du bouche à oreille, ça marche bien comme ça, c'est notre métier, etc. Donc et puis ils sont souvent bien payés. Et ils n'ont pas toujours investi dans le développement commercial en mettant des équipes, que ce soit marketing, voire commercial. Quoi, un commercial dans un métier d'expert comptable, on n'a pas besoin. Je force un peu le trait, mais... Non, mais c'est vrai. Et ceux qui sont capables de passer à la taille du dessus, nous, régulièrement, on regarde un cabinet en ce moment, c'est aussi ceux qui sont structurés, qui ont mis des contrôleurs de gestion en interne pour vérifier que leurs coûts sont bien alignés, qu'ils ont un suivi des temps qui est aligné avec leurs coûts, que les missions sont profitables. Donc, nous, on peut leur apporter tous ces éléments-là. Parce que quand tu utilises la même plateforme techno, derrière, tu as la même data, tu peux sortir les mêmes reporting. Ils s'occupent plus des clôtures, on leur fait toutes les clôtures, et donc ils peuvent piloter leur business. Et nous, on peut les aider à réfléchir. Parce qu'on a aussi cette expérience-là dans d'autres métiers, on les aide à réfléchir différemment sur comment ils approchent leur métier. On va leur parler de choses dont ils n'ont jamais entendu parler. Quand tu vas leur dire, on va mettre en place des OKR. Ouais. Et quoi ? Des OKR. Donc tous les modes de fonctionnement qu'on a pu avoir dans le monde digital. Les start-up, les objectifs qui résultent. Exactement, des objectifs and key results, mais qui leur permet à eux d'être autonomes
dans leur exécution, et en même temps qu'on partage avec eux nos objectifs stratégiques et comment on va avancer ensemble. C'est pas, tu dis start-up, non, c'est les meilleures boîtes de la tech. C'est les meilleures boîtes de la tech qui ont mis en place ce type de fonctionnement parce que c'est extrêmement efficace, ça permet d'avoir des fonctionnements décentralisés et en même temps, je dirais, d'alignement sur des objectifs long terme. Donc tout ça, c'est des choses qu'on leur apporte dans le fonctionnement. Et c'est quoi du coup un peu le process, tu vois, là je me projette, c'est donc je fais entre 5 et 15. Juste à date, c'est quoi Kerogo en chiffres? Cette année, on va faire en 2025, on va finir juste en dessous de 60 millions de revenus et on a une profitabilité qui est plus de deux fois ce que fait la profession. Ah ouais. Ouais. Par toutes les méthodologies, par toute l'organisation et les process. Exactement. Que vous avez pu Tous mettre. Les cabinets qui nous ont rejoints ont continué d'améliorer leur EBITDA. Ce que je te disais tout à l'heure, nous, le modèle, on considère qu'il est vertueux à partir du moment où tu améliores l'EBITDA des cabinets, parce que c'est comme ça que tu t'y retrouves sur tes retours. Donc, tous les cabinets qui nous ont rejoints ont amélioré leur EBITDA et on travaille avec eux sur comment on optimise leur process, comment on leur réduit leurs coûts. Il y a des points très mécaniques. Hein, ouais. T'as des synergies. On change ta mutuelle. On met la même mutuelle à tout le monde. Okay. On fait faire des économies à tout le monde. Et rien que ça permet de rééquilibrer. Je veux dire, c'est des petites choses, mais tout ça, ça fait partie aussi de la qualité de vie des collaborateurs. Quand tu as un petit cabinet et que tu as 50 personnes, ton poids de négociation vis-à-vis d'une mutuelle, il n'est pas énorme, donc tu n'as pas les meilleures garanties. Donc c'est des petits sujets, c'est une somme de petits sujets que tu peux mettre en œuvre, et après il y a les plus gros. Mais voilà. Pour autant, les cabinets qui nous rejoignent restent autonomes. Ils ont leur feuille de route. Ils se déploient à leur vitesse et avec leur stratégie, sur leur marché. On n'est pas non plus intrusif, on va pas dans le métier entre guillemets de l'expert comptable et des collaborateurs. Donc voilà. Tu vois, alors du coup, je reprends mon fil pour essayer de je suis visuel parce que pour ceux qui voient pas, parce que c'est filmé, mais pour ceux qui voient pas, je suis en train de, mon cerveau il a besoin de dessiner. Donc tu vois, on se rend compte, je fais 7 millions comme ça, je le coupe au milieu, donc je suis à peu près dans ce que t'as décrit, que j'arrive plutôt bien à visualiser. Donc je suis racheté à 100% par Kerogo. Et j'intègre quoi? Moi je remets parce que normalement 7 millions, c'est-à-dire que j'ai normalement un ou deux associés à côté, peut-être il y en a un qui sort, les deux jeunes, les deux plus jeunes. On va te proposer de réinvestir 20%, qu'on va bonifier, et tu vas les réinvestir sur le haut. Et ce qu'on va te dire, c'est globalement, nous, le fonds qui va sortir, il va sortir sur un très bon TRI. Nous, on pense que tu vas réaliser un très bon TRI sur ce que tu viens de ce que tu vas réinvestir. Potentiellement, ce que tu vas réinvestir peut te rapporter autant que ce que tu viens de gagner. Ok. Dans un horizon de 5 ans. Parce que du coup, là, je fais un cash out, mine de rien, à 80%, quoi. Donc, c'est quand même, d'un côté, en fonction des âges, je peux être content de me dérisquer. Et de ce que je ressens à vous écouter là depuis le début, c'est qu'en fait c'est un peu l'équivalent d'un nouveau. Tu vois, c'est pas par rapport à la question de ce que je sens, hein, mais peut-être je me trompe. C'est qu'en fait vous êtes au début de l'aventure, d'une certaine manière. On reste au début de l'aventure, tout à fait. On reste au début de l'aventure. Nous le fond. Il y avait eu, si on regarde de manière financière, dans l'histoire de Kerogo, il y a eu un créateur qui a utilisé un premier fonds qui était un fonds italien, qui était un fonds d'amorçage. Ensuite, la création, très rapidement, quelques années après. après. La création, mais après. Ouais, ils sont restés 2-3 ans. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle un primaire, et donc c'est Perwil, le fonds, le family office dont on parlait tout à l'heure. Et là, on va passer sur un secondaire. Donc c'est des fonds de plus grande taille, qui rachètent du coup de ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que tu as atteint un taille, une opération, après c'est un autre fonds qui a l'habitude de bosser avec qui va chercher des cibles plus grosses, etc. Chaque fois c'est une nouvelle aventure entre guillemets. Mais ça te donne des épisodes de liquidité. Donc imaginons, comme tu es jeune, tu viens de faire 80, tu remets 20, dans 4-5 ans, soit si ça s'est mal passé, ça peut arriver, hein, t'auras peut-être fait 40, tu pourras te dire, sur les 40, j'en prends 20 ou j'en prends 30 et j'en réinvestis 10, mais si ça s'est bien passé, ton 20, il sera peut-être venu 80 ou 100, donc tu peux en ressortir 50, tu peux en verser 50, tout dépend, et ça c'est un des avantages que beaucoup de gens oublient, c'est que la financiarisation, elle permet aussi aux experts comptables d'avoir des épisodes de liquidité. Donc, c'est un des, je veux juste dire, c'est un des sujets qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire que les experts comptables, ils prenaient de la liquidité
quasiment sur l'ensemble de la vie de leur entreprise. Ouais. Ah, tu veux dire quand ils cédaient à la retraite ou En fait, ils en prenaient tout du long. Ah oui, pardon. Ils prenaient tous les dividendes, Oui. tout ce qui dépassait, ils le prenaient. Et à la cession. Et c'était un problème ça sclérosait un peu le marché. Ça sclérose un peu le marché parce qu'en fait, les jeunes entrants avaient pas les moyens, ou alors ils devaient s'endetter sur 12 générations pour payer les parts de l'associé partant. Et de toute façon, les revenus étaient pris par des dividendes des experts comptables. Le modèle était peu réinvesti. Et peu réinvesti. Donc en fait, c'était quoi ? C'était juste la clientèle, quoi. Oui. Et ça se vendait à 1 an de chiffre d'affaires. Donc en fait, ils avaient plutôt tendance à se dire, je me rémunère au fur et à mesure en dividendes. Après, je sortirai peut-être à 1 an de chiffre d'affaires. Alors que là, le marché se transformant, on regarde plus la profitabilité des cabinets. Donc les multiples sont évidemment élevés. Évidemment, on est passé au-dessus des 1 an de chiffre d'affaires. Mais ça leur permet d'avoir aussi de créer des événements de liquidité. Ça permet aux jeunes aussi demain d'avoir des opportunités qui sont plus importantes, parce que sans s'endetter. Le corollaire, c'est ça, c'est qu'en fait, du coup, le jeune expert comptable, en mettant un petit ticket, peut commencer à constituer un patrimoine. Et il s'endette pas, il se met pas non plus sur des énormes niveaux de risque, quoi. Ni lui ni sa famille. C'est important parce que il y a quand même des experts comptables qui se sont lancés et ça s'est mal passé, quoi. Ouais. C'est important de l'avoir précisé comme ça. Ça redessine bien quand même le nouveau contexte, en fait, le nouveau paradigme quand même dans lequel on est en train d'évoluer. Clairement, quoi. Bon, alors du coup, je viens de prendre. T'as perdu. Non, pas du tout. Je viens de prendre 80% de 7 millions. Donc là, j'ai un petit sourire qui vient de s'afficher et qui va s'entendre. Non, blague à part. Non, parce que là, tu viens de réfléchir en chiffre d'affaires. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ouais, tu vois, j'ai encore. Mais là, on n'est pas en train de valoriser. Je suis un peu. Non, mais alors, du coup, ouais. Donc j'ai pris 80%. Non, mais là, ça y est, je suis rentré. Je veux juste essayer de comprendre après comment ça se passe. En fait, je suis rentré. C'est quoi un peu le process, tu vois, typiquement d'intégration ? C'est-à-dire que moi, j'ai ma marque, j'ai mon cabinet, j'ai mon équipe donc de 60 personnes. Comment ça marche ? Alors, premier point, ta marque, tu vas la garder. On va juste écrire un petit by Kerogo Finance en dessous pour faire une appartenance au groupe, mais ta marque, tu vas la garder sur ton positionnement, sur ton marché. Ta marque, elle existe, elle est plus ou moins forte, mais en tout cas, nous, on vient pas mettre une marque Kerogo tout en dessus. Et tu vas continuer à te développer sur ta marque. Et peut-être qu'un jour, on se dira, tiens, finalement, la marque, elle n'existe pas, et on réfléchira à faire autre chose, mais on n'est pas du tout, on vient pas rajouter une marque par-dessus. Ensuite, ce qu'on va faire tout de suite, en revanche, c'est dans les premiers jours, enfin dans les premières semaines, on va mettre en place ce dont Christophe parlait, c'est la chaîne order to cash. Donc en fait, on va mettre toute la GI, la gestion interne, la gestion du cabinet, donc de la lettre de mission jusqu'au prélèvement ou au paiement, toute notre chaîne de techno, ça va nous permettre en fait d'avoir des datas, de pouvoir savoir combien t'as de clients sur quelle verticale, ton chiffre, combien t'en as perdu, etc. Donc te donner les moyens de piloter ton activité très finement. Et après, on va travailler sur tout un tas de sujets. Et te comparer aux autres cabinets du groupe. Et te comparer avec les cabinets du groupe. Tu vas participer très régulièrement, toutes les semaines, à des réunions avec d'autres dirigeants du groupe. Donc mes nouveaux associés, quoi. Des nouveaux associés, exactement. Ok. Et on va travailler ensemble sur plein de sujets, sur des sujets RH, sur des sujets market, sur ton site. Est-ce que tu as un site ? Tiens, t'as pas des sujets offres. Offres. Ok. Donc donc tu commences par la fonction finance admin, comme ça tu remets tout d'équerre et tu gardes un œil et t'analyses, et donc tu vas pouvoir faire des gains de productivité. J'essaie de comprendre en même temps. Ouais. Mais comme ça tu vas faire des gains de productivité et des gains de marge parce que tu vas identifier par rapport au comparable de ce que tu as dans tes associés, ton portefeuille, je vais le parler comme ça, mais de ce que tu as dans ton portefeuille, tu vois les métriques, ok, donc là tu arrives, et après tu vas faire les actions du marketing de l'offre, de commercialisation, donc tu touches pas encore à la prod. Là, la prod, la première année, j'imagine, tu la laisses... La prod, en fait, c'est une question de besoin. Nous, on est là en support. Donc, si tu as un besoin t'as des collaborateurs, t'as du mal à recruter, t'as des besoins de production, et que pas forcément sur la compta, ça peut être sur du juridique, ça peut être sur de la paye, ça peut être sur d'autres sujets. Là, on va être à côté pour t'apporter les solutions pour que tu puisses te développer, accepter les missions de tes clients, les accompagner le plus loin possible. Voilà. Ça passe quoi par... Est-ce que Kerogo, du coup, il y a une école de formation pour les équipes? Si ouais, là, je veux rentrer vraiment dans le projet, ouais, pour essayer de comprendre la différence aussi avec les autres. Comment ça s'articule un peu la différence avec les autres projets?
Alors, on a plusieurs, ce qu'on appelle académies. On forme beaucoup de collaborateurs. Mais aujourd'hui, on les forme surtout sur les métiers de l'expertise comptable classique d'aujourd'hui. Et on est en train de construire les nouveaux formats de formation aux métiers de demain. Et on s'est structuré, on a bien entendu des équipes de formation. Et là, on a même maintenant un expert comptable avec nous, qui est un ancien dirigeant d'école de commerce et autres, qui va nous aider à structurer justement cette formation à ces nouveaux métiers, parce que le comptable, il est formé à faire de la compta, du technique, et il y a tout un aspect justement de business. Comment dit-on? Merde, je sais plus. Du business, du business coaching, de l'accompagnement, du business management, du copilote, de l'aspect copilote dont on parle. Du business advisory. Ouais, ça c'est un peu grand compte, c'est un peu plein de flonflons. Nous on est beaucoup plus simple, on veut les accompagner. C'est quoi ta rentabilité par rapport à l'année dernière? Faire un peu de contrôle de gestion, faire un peu d'accompagnement RH dans ses équipes. C'est plein de micro-sujets. En fait, je pense qu'il faut pas donner trop de gros titres qui font peur à tout le monde et qui veulent surtout rien qu'en dire. France, ça passe pas. Voilà. Et je pense qu'il faut être très simple, accompagner les entrepreneurs, les écouter, parce que finalement les produits, c'est eux qui vont nous les. Alors dans ce cas-là, je dirais de l'account management, ne serait-ce que ça déjà. Voilà. Si je te sauve les filles. Pour revenir à ton point sur la partie intégration, nous en fait, on est là aussi très industriel dans l'approche. On a défini ce qu'on appelle une blueprint. On a ta méthodo, quoi. Toute la méthodo, absolument toutes les tâches à faire, qu'on partage dès le début avec le cabinet en lui disant voilà ce qu'on va faire. Voilà. Donc il y a des premiers meetings qui sont organisés avec les équipes finance, les équipes RH, qui vont déployer, qui vont dire quand est-ce qu'on va migrer les bases, comment on va migrer les bases, sur quels outils. Donc tout est absolument détaillé et transparent. Donc évidemment, on ne dit pas qu'il n'y a pas de gestion de changement, ce serait mentir. Non, c'est obligé. Voilà. Et évidemment, comme dans toute gestion de changement, t'as la courbe du changement. Au départ, il y a beaucoup d'appétit. Après, les gens sont un peu, on change des choses, et puis après, ils voient en fait toute la valeur ajoutée. Donc, il faut aussi accompagner ces changements. Et on a des équipes pour le faire. Mais ce dont on est assez convaincu, c'est que en identifiant bien les problèmes, tu trouves rapidement des solutions. Ça a l'air de rien quand on se dit ça, mais nous, on a des cabinets qui nous ont rejoints. On a juste dit, c'est bizarre, là, pourquoi ton truc, avec tant de ressources, il y a un problème de marge, là, qu'est-ce qui se passe? Et il n'avait pas toujours eu le temps de le regarder. Il n'avait pas toujours eu le temps de le regarder et de retravailler sur le sujet. Il a trouvé la solution. Et c'est aussi ça qu'apporte un groupe, c'est cette capacité à travailler à plusieurs sur des sujets. Et nous, on a cette vraie volonté quand on dit qu'on est aussi en méthode agile, c'est de créer des groupes rapidement sur un sujet, on le travaille ensemble, on le règle, hop, on passe à autre chose, et on implique les cabinets. On implique les cabinets sur ces sujets. Évidemment, on avance directionnellement, on sait où on veut aller, on veut créer ce groupe avec les mêmes process. On ferait pas un agrégat, mais derrière, chacun a une capacité à avancer et on les aide. On les aide sur tous les sujets qui souhaitent régler. Et comme tout le monde est intéressé sur la création de valeur sur le haut, derrière, ils se disent, ce que je fais, ça crée un alignement sur la création de valeur. Mais tu vois, du coup, là, c'est plus en termes organisation. Donc, je suis, on va dire Toulouse, ma ville de cœur. Je monte le hub de ce que je comprends, c'est une logique, tu vois, ce sera pas Cornebarieux ou la petite ville à côté, mais ce sera vraiment le Toulouse, Lyon, Montpellier, j'imagine, c'est à peu près comme ça. Et donc je dirais, tu vois, si je fais 6 millions, c'est que j'ai quand même un bureau imposant. J'ai une structure. Comment ça se passe? Ouais, qui tourne. Comment ça se passe? Tu vois, la prise de décision. Est-ce que c'est vous qui descendez, moi j'exécute? Est-ce que j'exécute en local? C'est comment? Non, à partir du moment, nous en fait, on est très simple. On fait un budget tous les ans. Tu fais ton budget tous les ans. On fait le budget, on valide ce budget ensemble. Tu nous dis, voilà moi ce que je veux faire l'an dernier. Voilà, je reviens à mon point. Voilà mes OKR. Voilà les grands objectifs que je veux atteindre. Et derrière, t'exécutes. Je veux dire, tu fais ton job. Et on se reparle régulièrement. Et tu me dis, là j'avance bien. Comme de toute façon, on se parle toutes les semaines pour partager des initiatives qu'on a en commun. Et tous les mois, on fait les points en se disant, tiens, voilà les chiffres. Mais derrière, c'est toi qui fonctionne. Avec nous, on a une volonté d'avoir plus de 30 cabinets dans un horizon de 4 ans, à peu près. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, 4 ans. On va pas faire du micro-management avec chacun des cabinets. Mais si tu mets les bonnes méthodologies en place et que tu travailles bien avec eux, et c'est important aussi dans le choix des cabinets. C'est-à-dire que les personnes que tu dois avoir en face de toi, elles doivent avoir cette capacité à rester entrepreneur dans l'âme
et cette capacité à faire des choses. On a un cabinet à Strasbourg, l'autre jour, il est venu nous voir, on lui dit « dis donc, j'ai une petite acquisition à faire, là. » Et ben, vas-y, tu nous dis, t'avances, et puis, au fur et à mesure, on viendra t'aider quand t'as besoin, et on va pas descendre à Strasbourg sur chacun des sujets. Après, s'il y a des cabinets qui sont plus importants, on va venir les aider. Et surtout, quand c'est un cabinet qui va être responsable d'une plateforme, on va venir l'aider. On a les équipes M&A en interne qui vont l'aider. Mais on est là pour l'aider. Parce que tout ce qu'il peut faire comme bon développement, c'est bon pour le groupe. Ouais, c'est ça la partie offre support en fait. Fonction support service du coup. Exactement. Exactement. Okay. Et Hugues à ce moment-là va travailler avec lui aussi sur tous les aspects. Tiens, est-ce que tu as besoin de support sur les savoir-faire juridiques, comme on a monté une plateforme au niveau du groupe sur tous ces savoir-faire-là, sur le fiscal. On a des équipes, tous les moyens de production, tous les moyens de déploiement client, de les accompagner et d'aller chercher avec eux les bons services pour le client et voilà, et de rentrer dans son équation de marge, de quel prix, quel est le produit exactement. Mais on veut aussi donner de l'appétit aux cabinets qui nous rejoignent. Quand je dis de l'appétit, c'est que comme on est tout le temps dans des logiques d'innovation. Là, on vient de mettre en œuvre, par exemple, des systèmes où on utilise de l'IA dans la reconnaissance des messages rentrants. Ok. Tu veux dire le message client Tous les messages clients. Okay. Les messages clients. Un email, en fait, quand un email rentre, on détecte d'abord qui est le client, chez quel collaborateur et en fonction et voire même sur quel service, parce qu'en fait un client peut avoir plusieurs collaborateurs, c'est du social, de la paye ou de la compta. En fait, on va diriger directement vers le bon collaborateur, son chargé de mission, soit paye, ou même le département, si c'est un élément lié à la facturation. L'IA va le détecter, tu as un orchestrateur derrière qui va rerouter. Et tout ça, on le fait, ça crée des cases automatiquement dans le CRM. Et en plus, ça s'intègre dans, on va dire, je n'ai pas envie de rentrer tout citer tous les CRM. Mais ça s'intègre directement, donc les collaborateurs peuvent travailler. T'as pas de sujet de présent, pas présent, parce que le manager peut regarder. Et ouais, du coup, il y a toujours. Mais donc, quand on fait un lancement sur un cabinet comme ça, ensuite, on va voir les autres cabinets, on leur dit, donc, t'as vu ça? On n'a plus qu'une seule adresse pour recueillir, et donc ça dispatche automatiquement. Ça t'intéresse? Ah ouais. C'est plus que ça, c'est plus que dispatcher en fait, c'est le collaborateur qui est absent, c'est le collaborateur qui est en retard, la gestion. J'ai Geoffrey Laurando qui utilise un outil comme ça dans son cabinet, je ne plus le nom, mais c'est exactement ça quoi, c'est qu'il y a tout le monde voit les mails de tout le monde et ça se redispatche comme ça, il y a plus d'absence quoi en fait. En termes de relation client, c'est nickel. Et nous on crée plus que des emails, on crée des cases. On crée des cases dans le CRM. Oui, après parce que toi en plus ça se déverse dans le CRM. Et donc tu as tout le tracking dans le CRM, ensuite tu le case, pour ceux qui comprennent pas, c'est un c'est un cas, c'est un petit événement en fait qu'on doit traiter, que le collaborateur reçoit en pop-up sur son ordinateur et puis il dit tiens. Important de le traduire. Ça déclenche une activité, voilà. Exactement. Comme ça laisse pas voilà, c'est ça, c'est l'anglais. Et donc en fait, derrière, ça nous permet de sortir des indicateurs, en combien de temps on traite tous ces cases. Donc quand tu as des outils comme ça et que tu dis aux autres cabinets, ça t'intéresse ? C'est directement duplicable sur ce qu'on vient de faire. Là, on a créé des connexions entre des API, entre deux outils, sans donner tous les détails, parce que ça nous a apporté pas mal de productivité. On le fait sur un cabinet, on leur dit, ça vous dit ? On le met en œuvre partout. En fait, c'est que les cabinets gardent leur indépendance dans le sens où ils vont avoir cette liberté, en tout cas cette autonomie de test si ça rentre dans leur budget. En fait, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait le cabinet il fait son budget, il est à 100% chez toi, mais il fait son budget. En général, quand on leur propose, c'est que en termes de productivité, c'est assez rentable. Ouais. Mais c'est là où en fait on rentre pas dans le métier de chaque cabinet, chaque expert comptable. Nous dire il me faut ça en plus. Alors on va dire ok, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut l'appliquer à tous les autres ? Ok, on te le fait. Comme ça, on pourra travailler sur tous les autres. Exemple. Et on lui dit pas utilise ce plan comptable, etc. On les laisse ça, tu rentres pas dans la relation, tu vois, j'ouvre maintenant la page, je vois que le temps a filé. J'ouvre la page, tu as quand même un peu vision à venir, parce que mine de rien, si tu fais aujourd'hui 60, tu veux faire 200 millions et que en la prod, vous avez tout processé à balle et à fond, pardon, et c'est sûr que c'est très bien. Ouais, mais t'as quand même un truc, il y a la facture électronique qui va arriver en septembre. Alors je vais prendre Keobiz parce que c'est celui que je connais le mieux, le plus proche dans la méthode. La facture électronique, c'est un non-sujet parce que c'est déjà tout digital. Mais comment tu vois le marché arriver dans 5 ans, tu vois ?
Là, vous repartez sur un tour de 5 ans. Comment tu vois la construction du chiffre d'affaires des cabinets dans 5 ans si la prod passe de 80% à 50%? Déjà 50%, c'est bien, ça aurait sauvé quelques... Ouais, c'est une bonne question que tout le monde se pose. Nous, on pense avoir quelques réponses, sans avoir la sauce magique tout de suite, toute prête. Nous, on pense que c'est le service et c'est la valeur en fait qui va apporter, qui est la solution. Enfin, en tout cas, sur Keobiz et sur les autres cabinets, c'est pas mal le cas aussi. On vend très peu d'heures. On vend un service. Tu vends pas de temps passé. Quasiment pas, et on fait tout pour pas en vendre. Et on vend un service, on vend la valeur de ce service, c'est les honoraires. Donc en fait, si demain ce qu'on fait avec des hommes c'est fait en automatique par la machine, la valeur en fait quelque part est toujours la même, c'est la valeur de ta comptabilité. En revanche, ce qu'on va faire, c'est certain, c'est qu'on va aller plus loin et on va développer sans doute de nouveaux services. Après, je pense qu'il faut pas se leurrer. La facture électronique va pas ça va pas balayer tous les travaux des comptables. Il y aura toujours du contrôle à réaliser. Il y a le e-reporting. On n'en parle pas beaucoup, mais ça va être un vrai sujet, etc. Donc, le métier va se transformer, mais en fait, nous, on va pas être très très impacté par ce sujet-là, parce qu'en fait, nous, on vend déjà un service. Quand on parlait de culture tout à l'heure, toute la mutation, elle n'est pas faite. Nous, dans les cabinets qui nous ont rejoints, il y en a encore qui ont à travailler, à passer de ce côté parfois cost plus à valeur. Ouais. Et nous, ça c'est important. Ouais, ça c'est un sujet qu'on leur dit. Nous, notre culture, elle est valeur. Et vous pouvez contrôler vos heures pour savoir si vous gagnez bien votre vie sur ce que vous engagez, mais arrêtez avec le cost plus. Ouais. Tu peux juste expliquer ce qu'est le cost plus, parce que le cost plus, c'est globalement tout ce fonctionnement où dans beaucoup de cabinets, on continue de compter les heures et à la fin de l'année, en début d'année, on va les facturer les heures additionnelles en disant j'ai passé plus de temps dans votre dossier. Et pour moi, c'est par définition, pour avoir vécu là aussi dans d'autres métiers, la mort d'un métier. Parce que tes clients, à un moment, vont définir le niveau de marge que tu as le droit de prendre ou pas. Le jour où tu as une approche valeur, tu dis au client, moi, ce que je vous apporte, ça vaut tant par mois. Ça vous convient, ça vous convient pas. Mais ça vaut tant par mois. Et ça, on l'apprend aussi quand on travaille sur des métiers où les prix sont faibles. Parce que les clients sont très sensibles à l'aspect prix et on est capable de mesurer des élasticités prix et de se dire, non, on peut pas augmenter plus que tant, etc. Donc le client, il travaille sur la valeur. Sur les petites entreprises, il se pose quasiment jamais la question du temps que vous avez passé sur le truc. Jamais. Et donc, il faut faire pareil sur tous les autres cabinets. Pareil. En tout cas, sur tous les honoraires de base. Parce que demain, quand on aura mis de la tech et qu'on générera tous les mois un certain nombre de tableaux de bord en automatique qui feront des analyses en IA immédiatement sur un certain nombre d'analyses de SIG, ça coûtera un coût marginal en tech. Ça aura beaucoup de valeur pour le client. Lui, il aura peut-être pas pu faire l'investissement, mais vous l'aurez fait pour lui. Et votre valeur, elle sera là. Et la valeur, elle sera là parce que vous aurez un expert comptable ou un très bon comptable qui viendra commenter ces éléments-là et guider le chef d'entreprise. Et donc, il faut vendre de la valeur. Et l'évolution, elle va être là. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en Italie, le passage de la facture électronique n'a pas eu trop d'impact. Mais c'est à chacun de se tourner vers cette valeur parce que le paysage va changer. On voit que il va y avoir des nouveaux acteurs qui veulent rentrer dans ce métier de manière verticale quand tes comptos se rapprochent d'ACD, donc oui, il faut se concentrer sur la valeur. Et donc, il faut dépasser le fait qu'on facture des heures de comptables qui faisaient de la tenue. Il faut l'abandonner ça. Et on l'a vu, il y a certains confrères qui ont pris des outils modernes du marché, des Penny Lane ou autres, qui ont réduit le nombre d'heures sur la tenue de dossier, qui ont rendu la marge et le gain au client. Parce que comme en fait, ils facturent des heures. Alors, c'est la première fois que j'entends. C'est la première fois que j'entends parce qu'autant je veux bien que je trouve que la facturation au temps passé, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est génial. C'est la première fois qu'on en parle au micro du cost plus, du fait de faire ses prix. En plus, je trouve que ça entraîne un désalignement total entre les intérêts du client et les intérêts de l'entreprise. La méthodologie cost plus et en plus de tout, je pense qu'avec l'avancée technologique, le cost plus fait nécessairement que tu vas réduire ton chiffre d'affaires et baisser. Mais je savais pas qu'il y a des cabinets qui, en utilisant des outils digitaux, avaient. Moi, je l'ai vu.
vu avec naturellement, en fait, quand ils comptent leurs heures, moins de saisie, moins de facture. Ah ouais, ok. Paf. Et donc le client, comme il avait l'habitude, de payer en heures, il disait attendez, vous saisissez plus là, c'est dans l'outil. Ah oui, non mais à ce moment-là, oui, c'est clair. Ah donc pourquoi moi je vous paierai plus? Ah mais la facturation au temps passé aujourd'hui est extrêmement perverte. Hein. Enfin, je trouve qu'elle a un vrai. Donc l'investissement de l'expert comptable dans le nouvel outil, dans l'accompagnement de ses collaborateurs, de ses clients, tout cet investissement, c'est pour lui. Alors ça, c'est peut-être des cas extrêmes, mais ce que ça montre, c'est que quand on rentre dans une approche cost plus, on est dans une approche extrêmement défensive. Alors évidemment, après, sur des services à plus forte valeur, ce qu'on appelle de la facturation non récurrente sur des missions spécifiques, on peut facturer des heures. Mais les experts comptables ont quand même un sujet. C'est qu'un expert comptable, il peut avoir de très bonnes compétences sur un certain nombre de sujets, il va jamais réussir à facturer autant qu'un avocat, un avocat fiscaliste, parce que pour l'instant, même s'ils sont très compétents sur ces aspects, ils peuvent pas facturer la même chose. Donc, pour moi, il y a tout un travail de remettre en valeur les savoir-faire qu'ont les experts comptables, parce qu'ils sont enfermés par ce modèle, parfois, à s'auto-limiter sur la valeur qu'ils peuvent aller chercher chez les clients. Et cette valeur, elle doit être intrinsèquement mesurée, c'est-à-dire dans la relation qu'on a avec le client, de voir la valeur qu'on crée pour lui. Comment typiquement tu arrives à la calculer, tu vois, à la mesurer sur un cabinet d'expertise comptable? La valeur ? Ouais. Mais en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ça force à réfléchir de bout en bout. D'abord, produit. C'est quoi le produit ? C'est quoi la valeur de ce produit sur le marché? Donc là, tu vas faire du benchmark, tu vas regarder à droite, à gauche, et après tu dis, mais comment je produis? Et qu'est-ce que je vais chercher comme marge? Donc en fait, c'est toutes ces contraintes dont on parlait d'ailleurs au tout départ, qui t'amènent vers un cabinet rentable, quoi. Nous, avec Hugues, on a une approche différente, on admet. C'est-à-dire qu'un cabinet d'expertise comptable traditionnel, il fait 30% de marge brute entre ses coûts de prod et indirectement son prix de vente. Quand il commence à être à peu près bien structuré, il peut se rapprocher des 45-50. Nous, on a plusieurs cabinets dans le groupe qui font plus de 60. Parce que au départ, on peut démarrer sur un produit sur lequel la marge est plus faible, et puis après, on l'améliore. On l'améliore en disant, tiens, ça, on peut l'automatiser. Alors après, il peut y avoir de la pression sur les prix. Faut pas se raconter l'histoire, c'est comme d'autres industries. C'est là où il faut se dire. Mais il y a une pression sur les prix aujourd'hui. Mais auparavant, dans ta voiture, tu étais prêt à payer l'airbag. Ouais. Qui maintenant est prêt à acheter une voiture sans airbag? C'est intégré dans le prix. Non, mais il y a plein de trucs comme ça. Et donc, il faut être capable, au fur et à mesure, de rapporter des nouvelles offres qui demain s'intégreront dans les prix. Je te parlais tout à l'heure. Non, mais bien sûr, tous les coups, je réfléchis. C'est le problème de l'âge. Moi, c'est l'âge. Après, c'était dans les options. C'est ça la complémentarité. J'ai lâché l'airbag. Moi, je sais même pas à quoi ça sert. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que des produits qui peuvent être des options à l'heure actuelle, tu vois, demain, ça fera partie. Ça va être intégré. Tu vois, je te disais de sortir des tableaux de bord tous les mois. Quand t'as pas de technologies qui sont très développées, je vais te faire de l'Excel, il faut que je fasse mes extracts, j'y passe des heures carrées. Demain, quand tu automatises le sujet, moi, je te dis que dans un horizon de 2 ou 3 ans, ça fera partie des offres de base. Et donc, ce qu'on attendra plus de l'expert comptable, c'est de te donner directionnellement ce qu'il est en train de voir. On en rencontre des cabinets qui ont commencé à monter des indicateurs de marge par rayon, par exemple, dans la grande distribution. Il y a des gens qui sont allés loin dans le service qu'ils apportent à leurs clients d'ores et déjà. C'est ça qui est assez intéressant dans ce métier, c'est qu'on voit qu'il y a des écarts extrêmement forts sur la valeur ajoutée apportée au client. Mais on revient à quoi? À la valeur ajoutée apportée au client. Et plus on lui apporte de valeur, plus il est prêt à payer. J'ai aucun doute là-dessus, moi. Ouais. Franchement, j'ai envie de te laisser le mot de la fin sur ça. Tu vois, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute. Non, mais parce que je suis trop content qu'on ait abordé le sujet. C'est extrêmement important et que des acteurs avec une force de frappe comme potentiellement la vôtre, tu vois, qui ont avec tout l'historique et vers où vous voulez aller, tu vois, faire passer le message que la valeur, que le temps passé et qu'elle n'est plus la bonne métrique, en tout cas de construction. Très bonne. Mais c'est tu vois, quand on parle de, je trouve, moi, pour venir d'autres métiers, qu'on s'est arrêté longtemps sur les sujets de la financiarisation pour revenir à ça autour du métier d'expert comptable. Ça fait que 3 ans que je suis dans ce métier. Alors que c'est un métier qui apporte énormément de valeur à ses clients. Et plutôt que se poser la question de qu'est-ce qui va faire les regroupements, c'est plutôt de se dire comment on va aller chercher ça chez les clients, parce que ce métier-là fait partie des métiers qui ont une valeur extrêmement importante chez beaucoup de clients. Et on voyait un cabinet à Marseille, il est sur une verticale un petit peu spécifique. Mais lui, il est sur des clients où il est sur un profit pool, sur une industrie, donc une industrie où il y a beaucoup d'argent qui circule,
comme il apporte beaucoup de valeur, il a aucun problème sur ses honoraires. Ça peut paraître évident, mais s'il commençait à facturer en heure plus, ça marcherait pas, il aurait une profitabilité qui serait 2 fois moindre. J'ai fait un épisode, j'allais dire un très bon, le mec a les melons j'ai les chevilles qui enflent. Non, mais j'ai fait un épisode en anglais pour le coup, avec Ron Baker qui est l'un des pontes, tu vois, du sujet, qui a théorisé à la fois le implementing value pricing, justement. Donc c'est exactement ce dont on est en train de parler. L'épisode est dispo, faudrait que je le mette en description justement sur YouTube, sous-titré, mais c'est exactement ce que tu décris. Et en vrai, tous les épisodes que j'ai fait en anglais abordent ce sujet. Donc mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes passé par d'autres secteurs aussi pour amener cette vision, quoi. Exactement. Ouais. Parce que si moi je peux te donner 2 secondes, mais moi, je suis passé dans le monde du voyage d'affaires. Quand je suis rentré dans le monde du voyage d'affaires, les très gros acteurs, ils facturaient ce qu'on appelait des management fees. Des très gros acteurs, des American Express, etc. C'est-à-dire qu'ils donnaient leurs coûts. Ils avaient tellement été pressurisés par les grands groupes qu'ils disaient aux grands groupes, voilà mes coûts, je prends 20% de marge, voilà mon prix. Okay. D'accord ? Et parce que le métier avait été à telle maturité que les acheteurs disait, moi je veux savoir combien vous m'avez mis de personnes en place. C'était à l'époque où on avait des agents de voyage chez les clients. Le jour où la digitalisation est arrivée, et moi j'ai fait partie des gens qui ont amené de la digitalisation dans le monde du voyage d'affaires. Nous on a dit aux clients, non, c'est plus le sujet. C'est plus le sujet. Vous pouvez faire vos réservations, vous êtes content du service, content du prix. Mais moi je vous dis pas combien ça me coûte. Oui, ça me coûte moins cher, mais je vous dirai pas combien. Est-ce que vous êtes content de ce que je vous apporte ? Ouais. Est-ce que tu payes la valeur du service que tu as, quoi ? Est-ce que tu es content de ça ? Peu importe, t'es pas de là pour savoir. Et je veux dire, si t'es pas content, c'est que j'ai pas apporté la bonne valeur. Et que c'est à moi de travailler sur ce que je dois faire sur la valeur. Et la valeur, c'est ta satisfaction. C'est te dire, j'ai un bon retour sur ce que je paye, sur ce que je gagne par ailleurs, parce que ça peut être du confort, ça peut être de l'argent, ça peut être de la visibilité, mais c'est pas juste de dire, c'est dégradant, je trouve, quand on est payé, je dirais, des heures plus. Le cost plus, pour moi, un côté dégradant. Ah, moi, je trouve que c'est vraiment terrible. J'ai plein d'anecdotes sur le cost plus, mais même moi, tu vois, en tant qu'agence, quand parfois je me perds et c'est pas le moment. Juste pour finir un peu, messieurs, est-ce que vous avez une ressource, tu vois, à nous partager, un livre, un truc qui vous inspire dans tout ce que vous avez pu voir, qui vous a amené là où vous en êtes, qui vous permet de driver. Good to Great. Good to Great ? Ouais. Ah, il est dur à lire. Franchement, faut être lancé. Tu trouves ? Alors, Good to Great, pour moi, c'est le livre qui est un livre référence sur choisis ce que tu fais bien, exécute bien, apporte de la technologie, et derrière, tu pourras passer à l'étage d'après. Et dedans, il y a des concepts comme... il y a ce qui s'appelle le concept du hérisson, qui dit que le hérisson, il sait bien faire, il sait bien se protéger, il sait bien avancer, il avance toujours. Il n'a pas besoin d'être visible, il n'a pas besoin d'être le lapin. Et voilà. Moi, je trouve que c'est un livre très inspirant. En français, je crois que c'est de la performance à... je sais pas. À l'excellence ou un truc comme ça. Voilà. Ouais. Enfin, quand je dis dur à lire, c'est que parfois il est un peu technique, quasi un peu, tu sais, travail de recherche, je trouve. Enfin, dans la mémoire que j'en ai. Tu m'as donné envie, je vais le relire. Tu vois, je vais le ressortir de la bibliothèque. Hugues, un petit livre. Alors, aucun bouquin. Ouais. Alors moi, ce genre de littérature me passe un peu au-dessus du bonnet. Je lis 3 pages. C'est pour moi. Et je m'endors, mais alors complètement. Ouais. Non, moi, je suis beaucoup plus test and learn, toi. Moi, okay. On y va en test. Moi, j'ai le droit de me planter, j'ai le droit d'essayer, et puis il y a des trucs qui marchent, et j'essaie d'avoir du recul sur ce que je fais, et moi et l'ensemble des équipes. Voilà. Non, on se dit un peu libéré dans l'entreprise. Hein. Chacun a le droit de parler, de faire quelque chose. Et moi, les grands pensums, au final, t'essayes un truc. C'est pas des grands pensums. Je pense que c'est aussi ça. C'est là où parfois on est en désaccord. Hein. C'est que je trouve que la culture autour du management aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons est bien plus développée que la nôtre. Et que c'est bien de temps en temps de relire ce type d'ouvrage. Parce que ça permet on peut tous avoir la sensation de se dire qu'il y a des choses qui sont des évidences. Mais quand on met en place des cultures d'entreprise, on se rend compte que c'est la somme d'un certain nombre de choses. Et moi, je trouve que c'est un élément qui est important. Et je m'attelle régulièrement à offrir des livres à Hugues. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on a un événement avec tous nos patrons de cabinet. Et je leur offre 2 livres sur les OKR en anglais et en français, parce que c'est la revue des OKR aujourd'hui. Okay. Et donc, comme ça, chacun pourra lire comme il veut et de se dire, est-ce que j'ai envie de le lire, pas de le lire, mais voilà. Tu sais que je les lis, tes bouquins.
Oui, Je sais, mais je sais que tu- avec ce que tu viens de nous dire, bien sûr, tu on te croit. Non, mais en fait, c'est, je pense, une de nos forces, c'est qu'on a des parcours similaires, on n'est pas tout à fait toujours raccord, mais on travaille en face à face toute la journée. Et je pense que ça fait On est ensemble, hein. Vraiment, toute la journée. Hein. Ouais, vous êtes le binôme. Voilà. Okay. Exactement. Bon, en tout cas, messieurs, est-ce que vous voyez un truc à rajouter? Non, merci pour l'invitation. Non, merci, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Ça a comblé, tu vois, quand je vous ai posé la question au début, qu'est-ce qui fait que ce sera un bon épisode pour vous? Je pense que On a passé un bon moment, c'est ce que je t'avais dit. C'est exactement ça, ouais. Et très très bon moment, franchement je me suis régalé, j'ai bien compris le modèle aujourd'hui de Kerogo. C'est intéressant aussi de voir la vision, mine de rien, ça, tout ce qui est en train de se passer redessine un peu quand même, enfin dessine un peu l'avenir. C'était un vrai plaisir. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Je mets vos LinkedIn en description. Ouais, sans problème. On met vos profils LinkedIn. En tout cas, messieurs, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Si l'épisode vous a plu et que vous avez encore appris plein de choses, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Partagez-le comme d'habitude au plus grand nombre, parce que plus on sera nombreux à écouter l'épisode, plus on permettra d'évoluer, faire évoluer la profession, rendre de plus en plus de services, changer potentiellement du coup avec ce que tu as dit, tu vois, les business models, parce que c'est extrêmement important si on veut continuer de faire prospérer nos entreprises et celles de vos clients avec tout ce qui est en train d'arriver. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.